Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur quelques-uns des enseignements que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière, de ma vie d'entrepreneur et qu'on a appelé les 7 règles d'or de la vraie réussite entrepreneuriale. Alors, je me présenterai dans quelques instants à vous, mais la première des choses, c'est qu'est-ce que l'on entend par la vraie réussite entrepreneuriale. C'est celle qui ne concerne pas la réussite sociale, celle qui ne concerne pas la manière dont les autres vous voient, mais celle qui concerne véritablement la manière dont vous percevez à l'intérieur de cette réussite. Est-ce qu'elle correspond effectivement à vos attentes? Alors, quelques mots sur moi. Donc, je m'appelle Marc-William Mathieu. J'ai eu l'occasion tout au long de ma carrière d'agir en tant qu'entrepreneur et on reviendra tout à l'heure sur ce que je mets derrière le mot entrepreneur et derrière l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas simplement la création d'entreprise. Et donc, tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance de devoir assez souvent changer d'entreprise, de challenge et de continuer à évoluer d'une manière assez importante euh, pour réussir à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et donc j'ai passé la grande partie de ma carrière dans un groupe international qui s'appelle Chevron ou Texaco, donc qui est un groupe pétrolier pour lequel j'ai travaillé en Afrique, aux Antilles, aux États-Unis, à Haïti. Et donc pendant 13 années, j'ai travaillé dans ce groupe et à de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion donc d'entreprendre, de réentreprendre, de faire de nouvelles choses. J'en donnerai tout à l'heure quelques éléments. Et puis, je suis revenu en France à partir de 2002, fin 2002, et pour pouvoir démarrer un certain nombre de projets. Et le plus important d'entre eux aujourd'hui est, je dirige donc le réseau d'affaires BNI. BNI, qui est donc un réseau d'affaires qui aide les entrepreneurs à pouvoir développer leur vente en mettant en commun leur savoir-faire et leur réseau. Donc, c'est un système qui est basé sur la solidarité multilatérale entre des entrepreneurs. Donc, revenons quelques instants sur ce qu'est un entrepreneur. Beaucoup aimé il y a quelques années, j'écoutais BFM Radio, comme probablement certains d'entre vous, euh, et ils ont eu une définition qui m'a beaucoup parlé. Il disait un entrepreneur, c'est celui qui prend des risques certains pour des résultats incertains. Derrière ce terme-là, on peut voir véritablement que l'entrepreneur, il n'y a pas que la création d'entreprise. Les risques certains pour des résultats incertains peut en avoir dans beaucoup de domaines. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que j'avais travaillé pendant de nombreuses années pour un groupe qui s'appelle Chevron ou Texaco. À l'intérieur de ce groupe, j'ai eu l'occasion, par exemple, lorsque j'ai rejoint le groupe, c'était en Côte d'Ivoire, on se retrouvait face à une difficulté qui était une faible rentabilité du réseau de stations-service sur la capitale de Côte d'Ivoire qui s'appelle Abidjan. Et on a été obligé de réfléchir au modèle. Et ce qui est arrivé derrière, c'est que l'on a repris intégralement le réseau des stations-service sur la ville d'Abidjan. On a créé un certain nombre d'emplois derrière cela. On a créé des systèmes pour pouvoir permettre à tout cela d'être mis en place. C'est réellement un projet entrepreneurial, même s'il se passe à l'intérieur d'une entreprise existante. Lorsque l'on pense à entrepreneur et en entrepreneuriat, de mon côté, il y a 5 éléments qui sont véritablement indispensables d'avoir en tête dès le début d'un projet. Le premier de ces éléments, c'est quels sont véritablement les résultats que j'attends de cela. Et lorsque l'on entend résultats, ça peut être des éléments chiffrés liés au projet lui-même, mais ça peut également, et ça devrait, être des éléments qui sont liés à nous. Qu'est-ce que l'on veut retirer de cette entreprise entrepreneuriale, de ce projet entrepreneurial? Pourquoi est-ce que l'on veut faire cela? Comment est-ce que l'on veut se développer par rapport à cela? Deuxième élément, c'est de regarder nos capacités personnelles,
à l'intérieur de ce projet, les risques que l'on prend. Donc, on disait tout à l'heure, celui qui prend des risques certains pour des résultats incertains est un entrepreneur, et donc il est important de pouvoir évaluer les risques que l'on prend. Ensuite, il va convenir de mettre en place un certain nombre d'actions et puis de mesurer les résultats obtenus. On va revenir un petit peu plus en détail sur ces éléments-là, et on va le voir découpé non plus en 5 grandes sections, mais en 7. Donc, le premier des éléments dans tout projet entrepreneurial, c'est de se connaître. Soit en tant que personne, ça peut également être l'entreprise qui va avoir elle-même un projet entrepreneurial. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de Texaco, dans ce cadre particulier, ça a été de mesurer les forces en place à l'intérieur de Texaco, de se dire quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer afin de, première étape, définir un projet. Donc, se projeter veut dire avoir une vision véritablement de ce que l'on veut mettre en place, de la manière dont on veut le mettre en place, de ce que l'on veut atteindre comme objectif. On sait que lorsque l'on a pris le temps de faire une analyse sur soi ou sur l'entreprise qui a ce projet entrepreneurial, parfois on se rend compte qu'on n'a pas toutes les capacités pour pouvoir faire. Et à ce moment-là, il est important de pouvoir construire l'équipe avec laquelle on doit travailler. Donc, c'est ce que l'on a appelé là s'entourer des bonnes personnes, des bonnes compétences. Il est extrêmement rare, ça arrive, mais c'est très très rare, qu'un entrepreneur ait l'ensemble des compétences nécessaires pour mener un projet entrepreneurial. Et j'aurais même tendance à dire que même s'il les a techniquement, il est important d'avoir des regards autres que le sien. Donc, à l'intérieur d'un projet entrepreneurial, s'il s'agit de se créer une entreprise, par exemple, son conjoint, ses amis, les personnes avec lesquelles on a travaillé précédemment, vont être des personnes qui peuvent nous aider à l'intérieur de ce projet entrepreneurial. Et l'une des recommandations que je ferai, c'est d'avoir autour de soi un petit groupe de personnes. Il ne faut pas qu'il soit important en taille. Ça peut être 2, 3, 4 personnes autour de soi en qui on a véritablement confiance, avec des compétences différentes, en tout cas des sensibilités différentes. Si on parle d'un projet lié vraiment à de la création d'entreprise, on va souvent s'entourer d'une personne qui va tourner autour des finances, et puis peut-être d'une personne qui va tourner autour du marketing, peut-être quelqu'un qui va tourner autour des ressources humaines si on a l'intention d'embaucher de manière assez tôt à l'intérieur de son projet entrepreneurial. Après, lorsque l'on a fait ces 3 premières étapes, c'est-à-dire se connaître, quelque part faire un bilan de compétences de soi ou de l'entreprise que l'on dirige, lorsque l'on s'est créé la vision de là où nous voulons aller, et lorsque l'on a créé autour de soi un groupe de personnes qui sont à même de pouvoir nous aider à l'intérieur de ce projet entrepreneurial, ma recommandation est véritablement de faire un stop. C'est-à-dire qu'on a décidé quelque part déjà, dire on va projeter, on va avoir un projet entrepreneurial, on se connaît, on sait ce qu'il faut, on sait les besoins que l'on va avoir, on s'est entouré. Malgré tout, faisons un stop et réévaluons le projet. Ce que l'on a appelé là vouloir. Est-ce que véritablement ce projet va correspondre à ce qui va être important pour nous? On disait tout à l'heure les résultats attendus également pour nous. Donc, est-ce que vraiment c'est ce qui va correspondre à ce que l'on veut pour soi? Et est-ce que c'est ce qui est important pour l'entreprise? Est-ce que ce projet nous semble toujours pertinent avec ce que l'on a appris, avec les personnes que l'on a autour de soi, avec la vision que l'on s'est créée? Est-ce que véritablement notre volonté est totalement au rendez-vous? Puis, si cet élément est là, on va oser. Alors, oser est souvent considéré un peu comme comme un verbe un peu passif. C'est-à-dire, oser, c'est un peu comme un état. C'est j'ose faire quelque chose. Mais là, il faut le voir véritablement comme quelque chose d'action. Oser, c'est se projeter vers quelque chose. Oser, c'est aller en dehors des sentiers battus. Oser, c'est véritablement
créer des éléments que l'on n'aurait pas créés auparavant. Et donc, cet élément-là, ce verbe oser, le vouloir et le oser, sont deux éléments qui sont hyper importants à l'intérieur d'un projet entrepreneurial. Après, ce que je ferai, et on aura quelques minutes pour cela, je ferai le parallèle avec quelques-uns des projets que j'ai pu mener. Ensuite, alors même si ça semble totalement évident, je pense que c'est très important de le noter, c'est qu'il faut agir. Je vois autour de moi, alors j'ai la chance d'accompagner un nombre d'entrepreneurs relativement important et d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs. Il y a vraiment une grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent un peu moins bien, et souvent la différence est liée à l'action. Est-ce que ce que l'on construit en tant qu'action est vraiment importante? Est-ce qu'on n'est pas en train d'intellectualiser quelque chose? Est-ce qu'on ne s'appuie pas plus sur l'importance du projet que sur soi? Et ce qui fait la différence entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est véritablement le fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui agissent, qui mettent les mains dans le cambouis, qui le font tous les jours, qui restent focalisés sur les éléments importants, et c'est là où la mesure, c'est-à-dire continuer à mesurer, et je dirais presque tous les jours, est majeure pour pouvoir véritablement réussir son projet entrepreneurial. Je vais revenir sur deux projets que j'ai menés et faire un peu le parallèle avec ces éléments-là. Si je prends préalablement le projet dont je parlais tout à l'heure, donc de récupération d'un réseau de stations-service à Abidjan, Côte d'Ivoire. La première étape a été alors de me connaître moi, de connaître mes motivations, mais en même temps de connaître l'entreprise et ses limites, ses capacités d'investir, son acceptation face au risque, l'acceptation de perdre, les contrôles internes qui devaient être mis en place. Donc vraiment de connaître l'environnement. Puis la deuxième étape a été la projection, donc la création d'une vision qui ne pouvait pas être que la vision d'une personne. C'était forcément la vision d'une équipe pour pouvoir véritablement projeter un ensemble. Donc l'équipe existante à l'intérieur de la société, ça a donc été à cette époque-là mon directeur général, le directeur du service audit, le directeur marketing. Et ensuite, il a été nécessaire de se dire bon, quelles sont les personnes que nous avons autour de nous qui peuvent nous aider à l'intérieur de ce projet. À cette époque-là, Texaco était une société principalement de distribution et pas de gestion. Le retail n'était pas ce que nous faisions nous au jour le jour. On était plus dans la distribution de produits pétroliers à l'intérieur de stations-service. Et donc, nous nous sommes entourés de personnes qui, eux, étaient vraiment des retailers, des personnes qui étaient habituées de la distribution au détail, donc chaîne de supermarchés, petits magasins, pour avoir des personnes qui nous donnent des éléments que nous n'avions pas. Lorsque tout cela a été fait, on a réévalué avec les principaux acteurs de la société si vraiment on voulait faire cela. Et lorsque l'on parle de oser, on s'est posé de vraies questions sur okay, qu'est-ce qui peut arriver? Quelle est la pire des situations qui puisse arriver? Quels sont les risques que nous prenons? Ensuite, on est rentré dans l'action et la mesure a été quelque chose de permanent. En tout cas, pendant les 18 premiers mois, ça a été une mesure, en tout cas mensuelle, du niveau de retour sur investissement de ce que nous mettons en place et de ce que nous aurions été à même de faire par la suite. Je vais faire un deuxième élément, de faire un deuxième parallèle qui était ce que je pense être pour moi mon plus important projet entrepreneurial, c'est celui où j'ai décidé de quitter le groupe avec lequel je travaillais, donc le groupe Texaco, le groupe Chevron, pour revenir en France où je n'avais pas vécu depuis de très 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 nombreuses années. Premier élément qui a été fait, c'est bilan de compétences. Bilan de compétences avec des professionnels de ces éléments-là, mais aussi bilan de compétences avec des personnes qui me connaissent bien. Ensuite, c'était de me poser les questions par rapport à la projection de ce que je voulais faire, pourquoi est-ce que je voulais rentrer, quels étaient les éléments véritablement qui me motivaient. Puis, par rapport au fait de s'entourer, ça a été de mettre autour de moi des personnes qui étaient à même de pouvoir me guider dans ces actions. Ça a été un projet qui s'est fait sur un peu plus d'un an, donc ce n'est pas juste un claquement de doigts.
et dans le fait de s'entourer. Il y a des questions à poser, il y a eu plusieurs voyages pour pouvoir venir ici, préparer un certain nombre d'éléments, les relations avec les banques, tous les éléments qui ont été nécessaires. Et à la fin de cette période que je vais qualifier d'analyse, de préparation, je me suis donc posé la question, est-ce que vraiment ce projet que je qualifie véritablement de projet entrepreneurial, hein, prendre un risque certain pour un résultat incertain, est-ce que vraiment je le voulais? Est-ce que vraiment c'est ce qui allait me satisfaire par la suite? Quand cet élément-là a été fait, je suis rentré dans un mode d'action et le terme oser, pour moi, était très fort à l'intérieur de cela parce que c'est oser sortir d'un contexte dans lequel vous avez quand même une certaine stabilité, vous avez des habitudes de fonctionnement, vous êtes dans le monde des grands groupes, vous avez la possibilité de voyager de manière régulière, vous connaissez l'ensemble des codes, et puis vous décidez d'entrer dans un projet qui est totalement différent de celui que vous avez. Donc là, oser était un verbe qui était extrêmement fort pour moi à ce moment-là. Et ensuite, c'est la phase action. Action, ça a été trouver le logement où je vais être, avoir les premières idées de projets que je vais mettre en place. Et puis, d'une manière continue, quand je suis arrivé, il y a eu pour moi un élément qui a été important, ça a été la mesure. Alors, particulièrement dans mon cas, ça a été la mesure financière, parce que j'avais des moyens qui étaient malgré tout limités. Donc, qui était de regarder, de se dire, ben, voilà où j'en suis, voilà ce que je peux me permettre de perdre, et de mesurer ces éléments-là, donc avec des graphiques qui étaient, je dirais, quasi journaliers, ou en tout cas au moins hebdomadaires, où je regardais, bon voilà, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, avec plusieurs mesures, certaines financières, certaines liées au réseau, la construction de mon propre réseau, quelles sont les personnes que j'ai appris à connaître, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme compétences que je n'avais pas au préalable, qu'est-ce que je réussis à mettre en œuvre, qu'est-ce que j'acquiers comme compétences nouvelles, parce que la mesure de la compétence que l'on développe est également un élément extrêmement important. Donc tous ces éléments-là ont été très importants et ensuite on rentre un peu dans un cycle qui est après, ben voilà, on est arrivé à ce premier stade et on continue, donc on se connaît, donc on refait une analyse sur ce que l'on est devenu. Et c'est à ce moment-là où le projet BNI est devenu un projet important pour moi. Donc, commencer à développer son premier réseau, les éléments, on réanalyse ce que l'on est, ce que l'on est capable de faire. J'ai eu l'occasion donc là de projeter ce que pouvait devenir BNI sur la région parisienne, m'entourer très rapidement des personnes qui allaient être importantes pour moi à l'intérieur de ce projet, donc la construction de l'équipe qui allait être importante, et puis de se dire, réanalyse, est-ce vraiment le projet que je veux? Oui, ok, je le veux, donc voilà, j'ose sortir des sentiers battus, j'entre à nouveau dans l'action et je mesure, et ceci est itératif et sans fin. Ainsi, les quelques éléments, ce que j'ai appelé moi en tout cas, mais cette règle d'or de tout projet entrepreneurial qui me semble absolument indispensable pour pouvoir fonctionner et que les Japonais, on va dire, synthétisent hein, d'une manière très simple lorsqu'ils parlent de Kaizen, c'est-à-dire quelque part un processus d'amélioration, un processus itératif d'amélioration continue avec un changement pour le meilleur. Donc, des mesures pour regarder ce que l'on va réussir véritablement à mettre en œuvre, ce que l'on va pouvoir mesurer par la suite. Et donc, pour moi, voilà, le Kaizen reste une manière de réfléchir qui me semble être indispensable pour tous les projets entrepreneuriaux qui existent. Là, donc, on va terminer et on aura la possibilité d'avoir quelques questions si certains d'entre vous en ont et j'aurai plaisir à y répondre. Mais pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, donc je m'appelle Marc-William Mathieu. Je suis ce que l'on pourrait appeler un serial entrepreneur. Donc BNI a été pour moi un projet très important, mais j'ai entrepris de nombreux projets, je participe à de nombreux projets entrepreneuriaux, que c'est véritablement ce qui m'anime.
Et maintenant, nous allons ouvrir la page aux questions pour les personnes qui en auraient. Alors, je vois une question de Vincent qui est quelle est la limite entre oser lancer son projet et prendre des risques? C'est une question extrêmement importante et c'est pour cela qu'il est important d'avoir déjà les trois premières étapes que l'on a vu tout à l'heure, donc sur le fait de se connaître, sur le fait de se projeter et sur le fait de s'entourer, et ensuite de faire à nouveau une analyse sur est-ce que vraiment je veux. En fait, il n'y a pas la limite, c'est nous qui la définissons. Ce que moi, dans mon cas particulier, ce que j'ai fait dans la majorité des projets que j'ai mis en œuvre, c'est que je me suis dit, je dois pouvoir réussir à fonctionner 2 années sans réussir. C'est-à-dire que je peux me donner dans un projet que je mets en œuvre 2 années qui sont ce que je vais appeler le temps nécessaire pour pouvoir valider le bon fonctionnement d'un projet. Je sais que ça prend plus de temps à faire les choses que ce que l'on prévoit au départ. Donc, je dirais que pour moi, la limite entre oser lancer son projet et puis prendre des risques, c'est il faut que les risques soient malgré tout mesurés et il me semble qu'un minimum de 2 années est bien. Ensuite, je vois Céline qui dit je n'ai pas d'argent. Est-ce possible d'entreprendre malgré tout? Alors, je reviens sur des éléments que j'ai soulevés tout à l'heure, qui est entreprendre n'est pas nécessairement un projet de création d'entreprise. C'est le premier des éléments. Le deuxième, c'est qu'une des choses que j'ai pu observer tout au long de ma carrière, c'est que l'argent a beaucoup moins d'importance que les personnes que l'on connaît, que les connexions que l'on a, que le réseau que l'on se crée et que l'on se doit d'entretenir au fil du temps. Un réseau, ce n'est pas nécessairement des personnes importantes. Un réseau n'est pas nécessairement composé des personnes qui ont les meilleures connexions à travers le monde. Un réseau, c'est surtout composé de personnes qui acceptent de nous donner un peu de temps et de prendre quelques risques pour pouvoir nous aider à l'intérieur d'un projet entrepreneurial. Donc, est-ce que l'on peut entreprendre sans avoir d'argent? Oui, mais ce n'est pas simple. Il est toujours, tout à l'heure je disais, avoir 2 années de temps de latence dans un projet entrepreneurial, se dire que l'on doit pouvoir vivre 2 ans sans que le projet entrepreneurial ne génère quelque part le moindre centime, me semble personnellement être quelque chose d'important. Donc, à regarder ces éléments-là, l'argent n'est pas l'élément principal. Le plus important, c'est le réseau et les personnes que l'on connaît. Maintenant, si l'on rentre dans une phase entrepreneuriale, il faut malgré tout savoir que ça ne va pas réussir très rapidement et le plus souvent, je dirais même que parfois ça ne réussit pas. J'ai moi-même entrepris plusieurs projets qui n'ont pas, qui n'ont pas réussi à générer de recettes. Donc voilà, il faut savoir que l'on prend un risque par rapport à cela. Damien nous pose la question de est-il possible de réussir sans avoir d'expérience professionnelle dans le secteur d'activité? Alors, oui, Damien, c'est possible. Ce n'est pas le plus simple. Si je fais la relation avec mon cas, bon, je n'avais aucune connaissance dans le monde de la gestion des réseaux et même, je dirais, des services aux entreprises d'une manière générale. Maintenant, pas pour autant que je n'ai pas réussi. Malgré tout, ça veut dire qu'on s'entoure de personnes qui, elles,
ont l'expérience du secteur d'activité donné. Il est souvent préférable, malgré tout, de pouvoir apporter une valeur ajoutée dans ce que l'on va mettre en place. Assez souvent, ce que l'on peut voir, c'est que si vous, imaginons des boutiques, on reprend des boutiques, si vous avez toujours travaillé dans le retail, vous allez avoir le même regard que la majeure partie des personnes. Si vous apportez un plus parce que vous avez travaillé dans un autre secteur, vous allez pouvoir créer une valeur ajoutée qui va pouvoir permettre d'aller plus loin. Mais si vous n'avez pas cette expérience retail, il faut que vous ayez autour de vous des personnes qui, elles, l'ont. Ou réseauter pour être bien entouré. Je dirais partout. Réseauter est un acte de tous les jours. Réseauter, c'est aider les autres dans la réalité. Réseauter, c'est avoir des activités qui font qu'à un moment donné, on crée des connexions qui ont de la valeur. Et donc, quand on aide les autres, parfois on en a des retours. Et ce ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, les personnes les plus importantes, socialement parlant, qui vont être les personnes qui vont nous apporter le plus d'aide à l'intérieur de Réseauté. Donc ça se fait tous les jours, ça se fait autour de soi, ça se fait au club de gym. C'est la curiosité que l'on va avoir envers les autres et c'est le fait de sortir. C'est pas tellement où le faire qui est important, mais c'est le fait de le faire et de le faire de manière consistante. Ensuite, Céline, qui posait tout à l'heure la question sur le fait de ne pas avoir d'argent et être capable malgré tout d'entreprendre, nous dit, ça semble difficile. Elle me dit, je m'interroge également sur la manière de concilier la vie d'entrepreneur et la vie de famille. Cela me semble très difficile car entreprendre demande beaucoup de temps et d'investissement. La réponse est oui. Si vous avez une vie de famille, déjà, il faut avoir le soutien de votre conjoint. Si vous n'avez pas le soutien de votre conjoint, ne le faites surtout pas. Et oui, c'est difficile de concilier une vie de famille, surtout une vie de famille en devenir, et un projet entrepreneurial. Donc, c'est vraiment un choix à faire, c'est une analyse à faire et elle est extrêmement personnelle. On me demande aussi quelle méthode recommandez-vous pour connaître ses points forts et ses pistes de progression? Le plus simple, c'est le bilan de compétences. C'est un système que l'on peut faire et qui n'a pas un coût très élevé. Ça permet d'avoir un regard qui est totalement externe à son environnement direct. Et ensuite, ce que je recommanderais, c'est avec ce bilan de compétences, d'échanger avec quelques personnes que l'on connaît bien et en qui on a grande confiance pour voir si les personnes sont en phase avec ce qui ressort. Pas des personnes qui vont nécessairement être conciliantes, mais des personnes qui vont être très directes dans la manière dont on est, ce que l'on peut faire et ses points forts. Donc pour moi, ce sont les meilleures manières de faire. Après, je dirais, il faut être honnête envers soi-même. C'est assez difficile quelque part de s'analyser, de se regarder. Et généralement, on se connaît très bien malgré tout. Donc, voilà, ne serait-ce que de faire une liste de nos points forts, nos points faibles, l'équivalent d'une SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, est souvent suffisant pour pouvoir faire. Ensuite, la dernière question que je vais prendre, c'est comment entreprendre dans un environnement incertain, législatif et fiscal. Je suis complètement apolitique et je dirais que l'environnement, c'est l'environnement. Celui-là, on ne peut pas le changer. La seule chose qui peut changer, c'est les actes que l'on va mener. Donc, si on sait le résultat que l'on veut obtenir et si on sait que l'environnement est effectivement incertain, il faut se poser la question, quels sont les actes que je peux mener qui ne vont pas être trop affectés par l'environnement législatif et fiscal. Et ce que je recommanderais, c'est une matrice très très simple qu'on appelle la matrice de Porter, où on va voir le poids des futurs clients, l'environnement concurrentiel et autres, mais également l'environnement législatif, l'environnement fiscal. Et ça nous permet d'avoir un regard sur ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Mais après, c'est un choix. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques certains pour des résultats incertains. Donc, nous savons que les résultats sont incertains. Malgré tout, ce que je dirais aux personnes qui sont en ligne, c'est que je connais assez peu
de personnes qui ont entreprise et qui regrettent le fait de l'avoir fait. Voilà, nous allons maintenant passer nos 30 minutes. Je m'appelle Marc-William Mathieu. J'espère que mes 7 règles d'or pour la vraie réussite entrepreneuriale vous ont été intéressantes. Merci à tous.